Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo niveau seconde où nous allons étudier l'atome. Donc cette vidéo fait directement suite à la première vidéo que j'ai sortie sur l'atome. Je vous conseille donc de regarder cette première vidéo avant de regarder celle-ci. Donc dans cette vidéo, on va se poser la question de la stabilité d'un atome et surtout donc des placements des électrons autour du noyau atomique. Comment les électrons se placent autour du noyau et quel est le rapport entre le placement des électrons et la stabilité d'un atome. Et donc on va voir une conséquence de cette stabilité avec une particule qu'on appelle lésion. Donc dans la première vidéo, on a vu que l'atome était constitué de trois particules, les protons, les neutrons, qui forment un noyau, et l'électron qui tourne autour du noyau. Et dans cette vidéo, on va se poser la question du placement des électrons autour du noyau atomique. Pour cela, ce qu'on peut commencer à faire, c'est faire une analogie avec le système solaire. En effet, si on regarde ces deux images, l'une représentant le système solaire et la deuxième représentant un atome, on remarque quelques similarités. En effet, dans les deux images, on remarque un objet massif au centre, le Soleil pour le système solaire et le noyau atomique pour l'atome, et des plus petits objets qui tournent autour du grand objet massif. Donc les planètes pour le système solaire et les électrons pour l'atome. Donc ce qu'on peut faire, en voyant ces deux images, c'est se poser la question, est-ce qu'on peut poursuivre l'analogie? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se dire, voilà, dans le système solaire, pour un cercle, il n'y a qu'une seule planète, pour le cercle de Mars, il n'y a que la planète Mars, pour le cercle de Jupiter, il n'y a que la planète Jupiter, pour le cercle de Neptune, il n'y a que le cercle Neptune, et se dire, est-ce que c'est cette propriété, qui est vraie pour le système solaire, est-ce qu'elle est vraie aussi pour l'atome? C'est-à-dire, est-ce que pour un cercle, donc la trajectoire d'un électron, est-ce qu'il n'y a qu'un seul électron ou est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs? Donc c'est la question qu'on va se poser dans un premier temps dans cette vidéo. Et donc la première chose qu'on peut dire déjà, c'est que les trajectoires des planètes autour du système solaire, ça s'appelle des orbites. Par exemple l'orbite de Mars, l'orbite de la Terre, l'orbite de Vénus, etc. Pour l'atome, ça ne s'appellera pas des orbites, on appellera ça plutôt des couches électroniques. Mais le principe est le même, hein. Les couches électroniques, c'est les trajectoires des électrons autour du noyau atomique. Et donc de la même manière qu'il existe plusieurs orbites, il existe aussi plusieurs couches électroniques. La première de ces couches, celle qui est la plus proche du noyau, on l'appelle la couche K. La deuxième couche, on l'appelle la couche L. Et la troisième couche, on l'appelle la couche électronique M. Et donc on voit dans cette image les trois couches électroniques d'un atome, avec le noyau au centre. Et ce que l'on remarque tout de suite avec cette image, c'est que finalement l'analogie avec le système solaire peut tout de suite s'arrêter là. En effet, on remarque que pour une seule couche électronique, il peut y avoir plusieurs électrons. Et donc, ce qui est vrai pour le système solaire n'est pas forcément vrai pour l'atome. Et du coup, la question peut se poser. Comment se placent les électrons dans ces couches électroniques? Donc pour cela, on va voir plusieurs règles et plusieurs mots de vocabulaire que vous devez connaître. Donc les deux premières règles que vous devez connaître, c'est les règles du duet et de l'octet. La règle du duet nous dit que la couche électronique K peut contenir jusqu'à 2 électrons au maximum. Donc elle peut contenir un électron, elle peut en contenir deux, mais elle ne peut pas en contenir plus. La deuxième règle, c'est la règle de l'octet, qui nous dit que la couche électronique, elle, peut contenir jusqu'à 8 électrons au maximum. Donc elle peut en contenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais pas plus de 8. Et même si elle n'a pas de nom, la couche électronique M a aussi un nombre maximum d'électrons, et ce nombre c'est 18. La couche M peut contenir 18 électrons au maximum. Même si on va voir que la couche électronique M est un peu particulière, on va le voir dans la suite de la vidéo. Et donc ce qu'il faut savoir, si on veut placer les électrons dans les couches K et M, il faut toujours commencer, c'est la règle, par la couche K. Ensuite, quand la couche K est remplie, on commence à remplir la couche L. Et une fois que la couche L est remplie, on commence à remplir la couche M. Donc pour retenir cet ordre KLM, il y a un moyen mémotechnique, c'est la technique OKLM. Donc O représentant le noyau de l'atome et KLM l'ordre des couches électroniques. Ensuite, il y a plusieurs mots de vocabulaire à étudier. Le premier mot à étudier, c'est le mot de structure électronique, c'est-à-dire on peut se poser du coup la question du placement des électrons
d'un atome dans ses couches électroniques. Et si on se pose cette question, en fait, on se pose la question de la structure électronique d'un atome. La structure électronique d'un atome, en fait, c'est la répartition des électrons de cet atome dans ses couches électroniques. Comment se placent les électrons dans les couches électroniques. Ça, c'est la structure électronique. Elle se note de la manière suivante. Donc les couches K, L, M, entre parenthèses et les lettres en majuscules, et en exposant le nombre d'électrons dans les couches. Donc si par exemple on prend l'exemple d'un atome qui possède 8 électrons, et qu'on veut placer ces électrons dans ses couches électroniques, donc on va commencer par la couche K qui contient 2 électrons, donc on mettra un 2 à la place du X. Ensuite, 8 moins 2, il reste 6 électrons qu'on placera donc dans la couche L. Et donc ce qu'on constate avec cet exemple, c'est que la couche M ne possède pas d'électrons, et donc c'est ce qui est marqué ici, si une couche est vide, on ne la note pas par défaut. Donc la structure électronique de cet atome qui possède 8 électrons sera donc K2L6. Ensuite, une notion qui est très importante aussi, c'est la notion de saturation. On dit qu'une couche électronique est saturée si elle possède son nombre maximal d'électrons. Donc autrement dit, si la couche K possède 2 électrons, elle est saturée. Si la couche L possède 8 électrons, elle est saturée. Et si la couche M possède 18 électrons, alors elle est saturée. Et ensuite, un autre mot de vocabulaire qui est important, c'est le mot couche électronique externe, qui va être très utile pour le chapitre suivant consacré aux molécules. Donc, ça porte plusieurs noms, hein. On parle aussi de couche de valence ou couche périphérique, mais moi dans le cours j'ai décidé de l'appeler couche externe. Et en fait, ça concerne les atomes qui possèdent plusieurs couches électroniques, par exemple un atome qui est K2L8M3, et on appelle couche électronique externe de cet atome la dernière de ces couches électroniques, c'est-à-dire celle qui est le plus éloignée du noyau atomique. En l'occurrence, si on reprend l'exemple K2L8M3, la couche électronique externe, c'est donc la couche M. Mais quel rapport avec le fait qu'un atome soit stable? Comment la répartition des électrons influence la stabilité d'un atome? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, on considère qu'un atome est stable à partir du moment où toutes ses couches électroniques sont saturées. Donc si par exemple un atome est K2, sa couche K est saturée, donc il est stable. Si un atome est K2L8, ses deux couches K et L sont saturées, donc l'atome est stable. Et donc c'est là qu'on va voir le cas particulier, comme je le disais tout à l'heure, de la couche M. Comme on l'a vu tout à l'heure, la couche M peut contenir 18 électrons, et donc on a tendance à dire que si un atome est K2L8M18, alors il est stable, et c'est vrai. Mais il y a un second cas, c'est le cas où la couche M contient 8 électrons. Et là, l'atome sera aussi stable, et même si la couche M n'est pas saturée. Donc si un atome est K2L8M8, alors il est stable. Les trois couches sont saturées, enfin pas la couche M, mais la couche K et L, mais l'atome est quand même stable. Attention, j'insiste sur le fait que c'est vraiment pile 8 électrons. Si un atome est K2L8M7 ou si un atome est K2L8M9, il n'est pas stable. C'est vraiment K2L8M8. Et donc une conséquence de cette définition de la stabilité, c'est qu'il existe dans la nature très peu d'atomes stables, puisque il y a très peu de cas possibles pour la saturation des couches électroniques. Un atome est beaucoup plus souvent insaturé que saturé. Donc si un atome a ses couches plus souvent insaturées que saturées, alors les atomes sont beaucoup plus instables que stables. Mais pourtant, ces atomes, ils existent. Les scientifiques les ont découverts, ils les ont trouvés dans la nature, c'est qu'ils existent. Et donc s'ils existent, ça veut dire qu'ils ont trouvé un moyen, entre guillemets, de devenir stables. Et en effet, il existe donc deux solutions à un atome pour devenir stable. Un atome stable a deux solutions pour devenir stable. La première, c'est se lier avec d'autres atomes pour former ce qu'on appelle une molécule. Donc ça, on le verra dans le prochain chapitre, mais sachez-le dès à présent. Par exemple, l'hydrogène et l'oxygène sont des exemples d'atomes instables, et donc la nature a décidé, entre guillemets, de les lier ensemble pour former une molécule d'eau. Et la molécule d'eau est stable. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle existe. Les atomes sont instables, donc ils se lient pour devenir quelque chose qui est stable. Et ce quelque chose, c'est donc une molécule. Et une deuxième solution qu'a un atome pour devenir stable,
c'est de choisir, entre guillemets, de gagner ou de perdre des électrons. En choisissant de gagner ou de perdre des électrons, ces couches peuvent devenir saturées et donc devenir stables. Sauf que à partir du moment où un atome gagne ou perd des électrons, ça s'appelle plus un atome, ça s'appelle donc un ion. Et ça, c'est super important de le comprendre. Un ion est donc par définition stable. Il existe parce qu'il est stable. Les atomes sont instables, donc ils forment des ions stables. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.